le signale aussi à chaque élection, c'est le taux d'abstention devient important. À chaque fois, tout le monde s'offusque, mais on continue et finalement, il n'y a pas de mesures réelles phares qui sont proposées. Benoît Hamon en a une, on en parlera tout à l'heure, qui permet justement d'entendre et d'écouter la voix de ceux qui n'ont plus envie, des abstentionnistes. Et moi, systématiquement, je tire la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut vraiment écouter beaucoup plus, avec beaucoup plus d'attention la population, tout le temps, pas seulement pendant le temps des campagnes électorales. C'est difficile de faire campagne. Alors, vous serez candidat aux législatives, on va en reparler, mais en ce moment, c'est difficile de faire campagne. On sent une méfiance vis-à-vis des politiques. Mais je pense que les gens qui écoutent bien souvent, quand ils sont polis pour discuter avec les responsables politiques, tout de suite, on sent qu'il y a voilà, une méfiance, ils ne sont pas vraiment sûrs de la parole politique, et elle est discréditée par justement des gens qui disent des choses, comme une des personnes que vous avez citées tout à l'heure. Nous sommes... les gens constatent justement ce décalage entre le discours, je suis droit, je suis honnête, je suis etc., etc. Et finalement, on s'aperçoit qu'en réalité, ce n'est qu'un discours, qu'une façade. Et ça, évidemment, ça discrédite non seulement la personne, mais ça discrédite la classe politique en général. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des mouvements un peu alternatifs. Vous y croyez encore, vous, à la politique ? Moi, j'y crois, évidemment, parce que c'est le seul, aujourd'hui, c'est le seul système démocratique qui permet de faire fonctionner cette société. Donc, il faut des améliorations, mais on ne peut pas, pour l'instant, il n'y a pas de système alternatif. Alors, évidemment, pour gouverner, je ne dis pas que c'est simple, mais il faut faire en sorte que la majorité puisse pouvoir avoir son mot à dire, pas seulement pendant une journée, pendant une élection, mais tout le temps. Alors justement, j'ai une question à 1 euro. Est-ce qu'on peut être élu sans faire des promesses ? Oui, parce que on ne peut pas être, enfin, on ne peut pas. Il faut faire des promesses. D'abord, il faut qu'elles soient partagées. Si possible, qu'elles soient discutées et préparées avec la population. Ça s'appelle la campagne électorale. Et effectivement, il faut être réaliste dans les promesses. Il ne faut pas faire de promesses qu'on sait pertinemment ne pas pouvoir tenir, parce que le bilan, il est ensuite, l'addition, il faut la payer à la fin, donc de toute façon. Et on n'élit pas quelqu'un sur un bilan. Vous faites partie des déçus du quinquennat de François Hollande ? Je l'ai dit à plusieurs reprises, et d'ailleurs dans notre parti, une grande majorité d'Europe Écologie Les Verts, nous pensons que François Hollande, sur beaucoup de promesses de 2012, n'a pas pu tenir, ou en tout cas n'est pas allé jusqu'au bout. Et il y a eu, et moi je le regrettais, une campagne de communication assez hasardeuse de l'exécutif. Et ce qui fait que s'il y a des bonnes actions, et je pense qu'il y en a, elles ont été cachées, elles ont été pareil pour des histoires de bouquins sortis, de phrases, de scooters, etc. Et donc, la politique doit être quand même noble. Est-ce que Voilà. sur le fond, vous considérez qu'il y a eu des promesses non tenues ? Oui, nous, les écologistes, par exemple, on attendait la fermeture de centrales nucléaires, au moins une. Elle n'a pas eu lieu. Il y a eu du recul sur, justement, par exemple, la taxe sur les poids lourds. Il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Alors après, on peut dire il y a des difficultés évidemment pour gérer un pays, mais en même temps, on a quand même senti que la gauche, on ne savait plus si c'était la gauche. Et donc, la pauvreté continue de s'enfoncer. Lorsque une grande entreprise est en train de couler, l'État doit trouver un moyen pour venir à son secours, parce que ce sont des milliers d'hommes et de femmes, de familles, qui ont bien souvent donné 25 ans de leur vie dans une entreprise, et l'État ne peut pas ne rien faire. Donc il faut effectivement trouver des solutions,
et ne pas se boucher les yeux. Et avec Benoît Hamon, vous avez l'impression de retrouver la gauche? D'abord, je pense que cette élection de 2017, on est en train de changer probablement de monde. C'est-à-dire que pendant 30 ans, les 30 dernières années, que ce soit la droite ou la gauche, on a essayé des méthodes pour... bon, c'était souvent, on croit à la croissance, hein, c'est ça qui va faire partir le pays. Et puis, au final, il y a eu beaucoup de cadeaux faits aux entreprises, et, des milliards. Et puis, finalement, on voit que le chômage persiste et même devient endémique et ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que on n'a pas justement vu que il y a des emplois qui ne pourront plus être renouvelés. Parce que il y a la robotisation, on en parlera probablement On va tout y à l'heure, venir, mais ouais. il y a eu aussi une facilité de délocalisation. Alors, l'ensemble de la société a sa part de responsabilité aussi en tant que consommateur. Lorsque l'on achète un produit qui vient de l'autre bout de la planète, il faut savoir que, quelque part, c'est localement que l'on crée du désordre. Et donc, l'État doit être garant aussi et protecteur. Donc, la, la- par exemple, le traité européen, enfin le traité transatlantique qui est en négociation en Europe, en disant on va ouvrir le commerce entre les États-Unis et la France, le Le CETA, TAFTA, le TAFTA, le CETA, c'est avec le Canada. c'est justement cette porte ouverte à cette mondialisation qui, au final, nous fait du mal à tous. Donc il faut non pas se replier sur soi, mais en tout cas quand même voir ses intérêts, ses propres intérêts, ou alors trouver des alternatives. C'est ce que je pense propose Benoît Hamon. Alors donc cette campagne électorale est assez, je pense, est importante parce que elle doit annoncer un nouveau départ, un nouveau système, un nouveau logiciel. Et peu de candidats peut-être ont compris ça, puisqu'il y a encore des vieilles méthodes là qui sont proposées, toujours les mêmes, qui n'ont pas fonctionné jusqu'à présent et qui ont apporté de la misère, des inégalités et du chômage. Et ceux qui s'enrichissent continuent de s'enrichir. Et ceux qui sont justement de l'autre côté, les pauvres, les populations pauvres, aujourd'hui on parle de travailleurs pauvres. Donc évidemment, il y a un vrai problème dans cette société qu'il faut changer, il faut faire des propositions totalement nouvelles et innovantes. L'accord entre votre parti, Europe Écologie Les Verts, a pu se faire finalement assez facilement avec Benoît Hamon. En revanche, qu'est-ce qui coince avec Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi est-ce que... parce que finalement, quand on vous entend, il y a assez de choses communes. Oui, alors moi j'étais sur Internet, vous savez, il y a une campagne quand même importante qui se met en place. Moi j'ai signé toutes les pétitions qui demandaient le rapprochement de la gauche pour avoir un candidat unique, puisque je pense que si on regarde les sondages, alors d'abord, il faut se méfier quand même des sondages, puisque Oui, on on a voit appris à se méfier quand même. que ça soit la primaire de droite ou de gauche, là, je ne parle même pas des États-Unis, mais Donald Trump était perdant pendant tout le temps, et ça n'a pas, enfin évidemment, on connaît le résultat. Même sur les primaires, que ça soit de droite ou de gauche, tout le monde s'est trompé. Donc Benoît Hamon, quand moi j'avais entendu pendant la campagne des primaires, je crois que quand il est passé à une émission de télé, les gens se disaient, bon voilà, c'est un petit gars qui passe, et finalement, l'attention n'était pas portée sur lui. Et pourtant, les votants, les gens qui sont partis voter, c'est eux qui ont décidé, ce ne sont pas les sondages. Donc il faut se méfier des sondages, il faut d'abord parler projet, quelles sont les propositions qui sont faites, et ensuite, les Français vont choisir. Vous regrettez qu'il n'y ait pas d'accord avec Mélenchon? Je le regrette, oui et non. Finalement, on ne peut pas changer l'histoire. Si les gens ne veulent pas, finalement, bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas forcer les gens à entrer dans un cadre. Je pense que moi, je suis favorable, j'aurais été favorable, je suis toujours favorable, parce que effectivement, il y a beaucoup plus de points de convergence que de divergence. Maintenant, je ne connais ni l'un ni l'autre, et donc je ne sais pas dans quelle mesure ils ont négocié. En revanche, je pense que
une petite révolution arrivera probablement un jour lorsque les citoyens auront monté suffisamment en puissance pour dire qu'on ne choisit plus un homme ou une femme, mais on choisit d'abord un programme. Et c'est vrai que ça changerait, puisqu'à ce moment-là, on mettrait en place des programmes A, B, C, et puis on choisit le programme, et après on voit qui c'est qui le porte. Localement, la gauche se divise, notamment avec Gilbert Annette, Monique Orphée qui soutiennent Emmanuel Macron, alors que le reste de la Fédération socialiste soutient Benoît Hamon. Les Verts, globalement, vous soutenez Benoît Hamon, mais cette division de la gauche risque d'empêcher, alors localement, d'avoir des dégâts, et au niveau national, d'empêcher tout simplement d'être au deuxième tour. J'espère que non. Alors, j'espère que non. Il s'agit de... La politique, c'est tellement important, puisque ça concerne la vie des gens au quotidien. Ça n'est pas des histoires individuelles. Les gens, les hommes et les femmes politiques ne sont que les représentants du peuple. Et je pense qu'il y a... moi, en tout cas, il faut qu'il y ait de la mesure dans nos décisions. Maintenant, il faut croire en ces valeurs. Et si quelqu'un décide de changer de tel ou tel, aller vers tel ou tel candidat, moi, je n'ai pas à juger des choix des uns des autres. Je pense qu'il c'est révélateur quand même. Il faut d'abord penser au collectif et à l'intérêt général, si vous voulez. C'est ça qui doit mener chaque homme et chaque femme politique. Penser à l'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même regarder la situation de la Réunion, de notre île par exemple, où nous avons près de 150 000 personnes qui sont au chômage, des gens qui sont dans la misère finalement, puisque avec 500 ou 600 euros, on ne peut pas vivre décemment. Donc ces inégalités qui se creusent, c'est ça qu'il faut vérifier, c'est ça qu'il faut combattre. Alors, moi, je ne juge pas les hommes. Vous direz pas du mal de Gilbert Annette ici. Non, je ne vais pas dire du mal des uns ou des autres, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour qu'on parle de programme et de projet. Enfin, les programmes sont très différents quand même. Là. Ah ben évidemment, après, chacun fait son choix. Moi, j'ai fait le mien, c'est un programme d'un homme de gauche. Alors justement, voilà. on va parler de ce programme, vous parlez du chômage. On peut supposer qu'avec plus de 150 000 chômeurs ici à La Réunion, c'est évidemment une préoccupation, et peut-être la préoccupation principale. Benoît Hamon a pris une position assez courageuse, assez originale, en disant, vous avez commencé à en parler, qu'il fallait anticiper finalement sur la raréfaction du travail, en prenant des mesures comme la taxation des robots, la diminution du temps de travail, le revenu universel. On va revenir en détail sur ces différents dispositifs, mais d'un point de vue général, est-ce qu'il faut, selon vous, renoncer aujourd'hui au plein emploi ? Il faut ne plus promettre aux électeurs la baisse du chômage par le retour à la croissance ? Ça, c'est fini ? En tout cas, moi, je ne promettrai jamais une chose comme ça. Et je vais vous dire, il y a 2 ou 3 ans de cela, peut-être un peu plus, un syndicaliste que j'ai entendu à la radio, un syndicaliste important à La Réunion, a dit « Il n'y aura plus, le privé ne pourra pas résoudre le problème du chômage à La Réunion. » Ce sont des gens qui sont dedans au quotidien qui l'ont dit. Donc, il faut effectivement se dire qu'il y a des emplois que l'on ne pourra pas faire, on ne pourra pas résorber l'ensemble du chômage parce que, d'abord, je disais tout à l'heure, la mondialisation fait que beaucoup de ce que nous consommons ne sont pas produits localement, ne viennent même pas de France. Et donc, effectivement, à partir de là, on ne peut pas... Dans ce qu'on achète, on ne peut pas dire voilà, ça a été créé ou fait dans tel endroit. Et deuxièmement, il y a effectivement une robotisation du travail. Alors, ça a commencé il y a longtemps avec les usines qui fabriquent des voitures, les robots qui fabriquent des voitures. Mais au fur et à mesure, ça prend toute l'économie. Et donc, et c'est là où il y a un paradoxe, c'est-à-dire que lorsque vous avez des travailleurs, bon, ils sont limités d'abord parce que ce sont des humains, ils ne travaillent pas 24 heures sur 24. Un patron, entre guillemets, qui fait une bonne gestion de son entreprise, s'il existe un robot qui permet de faire le travail 24 heures sur 24 et ça lui rapporte beaucoup, forcément, je trouve judicieux qu'il puisse le choisir. Simplement, l'État, en tout cas la force publique, doit vérifier qui paye ne serait-ce que les charges sociales. À ce moment-là, les travailleurs, pourquoi les humains paieraient les charges sociales ? D'où l'idée de taxer les robots. Ce qui crée, ce qui crée des richesses. Et aujourd'hui, chacun peut comprendre, les Réunionnais peuvent savoir, quand vous rendez à une banque, il y a quasiment plus personne, il n'y a plus d'humains. Bientôt, les caisses de supermarchés, ça commence, il commence à y avoir... on se sert soi-même, on fait soi-même. Et donc, tout ça, c'est de la destruction d'emplois. Et une fois que ça, c'est mis en place, je pense qu'on pourra difficilement revenir en arrière. Donc, il faut trouver
d'autres moyens, il faut Alors, trouver d'autres solutions. taxer les robots, par exemple, ça c'est une des propositions qui s'ajoute à la réduction éventuelle C'est en lien au du temps de revenu travail universel. avec le revenu universel. Est-ce que les entreprises qui, elles, sont en concurrence avec voilà, un monde mondialisé qui n'est pas le monde des bisounours, comment faire en sorte que ces entreprises ne coulent pas si on augmente leur coût du travail en taxant les robots et en diminuant le temps de Alors, travail? c'est pas du tout, il n'y a pas enfin, dans le projet de Benoît, il n'y a pas d'augmentation du coût du travail. Si on substitue les humains par des robots, à ce moment-là, quand l'entrepreneur, pour donner un exemple, s'il avait 10 salariés, il payait ses salariés, il payait des charges sociales. S'il a un robot qui substitue aux humains l'ensemble des 10, ou 9 en tout cas, vont se retrouver au chômage. Mais le robot qui va créer la même richesse, voire plus, à ce moment-là, il n'y a pas de taxation, ni de charges sociales, donc c'est pas normal. Donc effectivement, c'est lorsque les emplois humains sont substitués par les robots, Mais la ma question, c'est robotisation. comment rester compétitif voilà, dans une concurrence où on sait bien que dans d'autres pays ne seront éventuellement pas taxés les robots. Après, Est-ce qu'on fait du eh bien, protectionnisme? Est-ce il qu'on met des faut, taxes? il Qu'est-ce faut qu'on fait? créer, non, il faut créer du pouvoir d'achat. Vous savez, moi j'ai bien regardé justement les aides aux entreprises. Voilà, l'État, que ce soit à la droite de Sarkozy ou Hollande, ont aidé les entreprises par milliards en disant on va créer 1,5 million, 2 millions d'emplois. Il n'y a pas ces emplois qui sont créés. Pourquoi? Parce que la demande n'est pas là. Le consommateur, il ne peut pas acheter s'il n'a pas les moyens. Là, avec justement le revenu universel, moi je crois beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une inversion de tendance. C'est-à-dire qu'on donne les moyens aux consommateurs de pouvoir consommer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tout le monde sait, les gens qui sont d'ailleurs les plus bas revenus dépensent l'ensemble de leurs revenus localement, en général. Hein. On va pas faire de mettre ça à la banque, etc., puisqu'il n'y en a pas assez. Et donc, je pense que cette mesure de redistribuer des richesses à l'ensemble des personnes qui sont au bas revenu ou qui n'en ont pas aujourd'hui. Et donc, ça va créer un dynamisme au niveau des entreprises, ça va augmenter la demande. Et à partir du moment où ça augmente la demande, eh bien, ça demandera aux entreprises de répondre à cette demande et de consommation. Et je pense que c'est là que la croissance viendra. Concrètement, sur ce revenu universel, parce que beaucoup de questions se posent, qui en bénéficierait, à quelle hauteur? Pour l'instant, ça serait plutôt pour les jeunes? Alors, donc Benoît Hamon a bien précisé que c'est par étapes, puisque évidemment, on ne va pas, ça va pas être dès le lendemain de l'élection appliqué à tout le monde. Au 1er janvier 2018, le RSA, d'abord, passera à 600 euros. Ça sera augmenté de 10% à peu Voilà. près. Mais il faut savoir quand même qu'il y a un tiers des personnes qui ont droit au RSA aujourd'hui Qui ne le savent pas. ne le savent pas et n'en font pas la demande. À partir du 1er janvier 2018, personne n'aura à faire la demande. Ça sera automatique. Donc, les gens qui aujourd'hui n'ont rien, n'ont aucun revenu, ils doivent se dire, j'aurai même pas à demander, j'aurai un revenu. Ensuite, effectivement, et c'est la mesure, elle vise aussi les travailleurs. Parce que moi, j'ai entendu plusieurs personnes qui touchent le SMIC aujourd'hui, 1150 euros. Mais lorsque vous touchez le SMIC, vous avez du mal à finir le mois. Et donc, il faut encourager. Alors, évidemment, la mesure là va être jusqu'à 1,9 SMIC, et donc dès le 1er janvier 2018. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est au SMIC aujourd'hui à 1150, il passera à 1350 net. Donc c'est un gain de pouvoir d'achat direct. Ça payera déjà un certain nombre de choses. Et celui ou celle qui est à mi-temps, par exemple, c'est moins de 600 euros. Là, ce sera un peu plus que le gain de 200 euros. Et donc, c'est vraiment un gain net qui apparaîtra sur la fiche de paye. Et ce fonds-là va concerner aussi bien les gens qui travaillent, mais aussi les agriculteurs, puisqu'il y a des agriculteurs qui, avec les charges qu'ils ont ou la difficulté de vendre leurs produits, n'ont pas les moyens de subsistance. Mais également, par exemple, les étudiants. Aujourd'hui, en France, il y a 600 000 étudiants qui sont obligés de travailler pour pouvoir payer leurs études, ou même manger. Et donc, si on considère que il faut qu'ils consacrent leur temps à leurs études, à ce moment-là, avec le revenu d'existence de 600 euros, ils vont pouvoir
d'abord se nourrir. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont préoccupés. Moi-même, j'ai des enfants qui sont étudiants, qui sont préoccupés par est-ce que mon fils ou ma fille a de quoi manger. Si les parents sont eux-mêmes dans une difficulté, c'est très compliqué. Il faut en terminer. Et finalement, les 600 000 emplois aujourd'hui qui sont occupés, mais peut-être qu'ils pourront se libérer d'ailleurs. Parce que les étudiants, il faut qu'ils consacrent le 100% de leur temps. Parce que l'échec d'ailleurs des étudiants, bon, je n'ai plus le nom de l'étude, mais dit que c'est ceux qui ont justement moins Ceux de qui temps pour travaillent, réviser qui échouent le plus. qui échouent le plus. Donc, il faut arrêter avec cette spirale infernale. La question, évidemment, une fois qu'on a parlé de tout ça, on se dit super, comment on fait pour financer? Eh bien, le financement, d'abord, on parlait de la taxation des robots, mais il y a, je crois, sur la première étape, on va dire, de 35 milliards par an. Lorsque l'on sait que des mesures d'aide aux entreprises, ça monte parfois à 40 milliards, l'argent, il n'est pas, voilà, il est réorienté, on va dire, d'abord. Ensuite, il peut y avoir effectivement parce que avec l'évasion fiscale, il y a un certain nombre de postes sur lesquels on n'est pas très rigoureux. Il y a beaucoup de gens qui, effectivement, alors, vous savez, Eva Joly, qui était une candidate très posée, avait donné un chiffre assez exorbitant, c'est de dire qu'il y avait, vous connaissez l'île de Guernesey qui se trouve au large de la France, enfin Entre la France et l'Angleterre. voilà, entre la France et l'Angleterre. C'est une toute petite île. Il y avait 500 Paradis milliards fiscal. d'euros sur ce petit bout de terre. Mais c'était sur ces 500 milliards, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'était des gros des capitalistes qui venaient, entre guillemets, planquer leur argent pour ne pas payer les impôts nécessaires. Et donc, en allant chercher là où l'argent il est, je pense que les mesures pourraient tout à fait se faire. Et la relance, comme je disais tout à l'heure, la relance de l'économie, c'est remettre de la justice sociale, de l'équité. Et tous ceux qui disent que ça va obliger les gens à rester chez eux, ou en tout cas ça va les inciter, en Finlande ou dans d'autres pays qui ont testé, 1% des hommes ont cessé de travailler et 3% des femmes. Bon, donc, c'est pas ça qui va révolutionner les choses. Donc, il y a des tests qui existent. Au contraire, juste une dernière petite précision sur ce revenu universel. C'est d'abord les gens qui sont au SMIC, qui ont 1300, 1400 euros, qui auront 1350 euros, pourront peut-être faire le choix de diminuer un peu leur temps de travail. D'accord, pour pouvoir se consacrer à leur famille, à leurs enfants ou à d'autres choses, à d'autres passions. Aujourd'hui, c'est très compliqué de le faire. Et donc, c'est aussi libérer quelque part de la place pour d'autres, pour mieux partager le travail. Un sujet qui probablement vous tient à cœur, la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables, la protection de l'environnement figure en bonne place dans le programme de Benoît Hamon. Est-ce qu'on peut encore croire un responsable socialiste quand on voit la plupart des mesures qui faisaient partie de l'accord entre le PS et les Verts sous le quinquennat Hollande qui ont finalement disparu? Mais moi, je crois d'abord là à l'homme. Et je pense que la sincérité de Benoît Hamon, moi en tout cas, elle me donne confiance. Vous y croyez? J'y crois et je pense que vous voyez, c'est pas le moi-je par exemple, mais il utilise le nous. Et c'est vrai que ça change tout. Donc je pense qu'il faut à un moment donné se dire, et c'est le seul quand même qui apporte des solutions comme le revenu universel, mais enfin sur la transition énergétique, tenez-vous, 1000 milliards d'euros en Europe pour la transition énergétique européenne. C'est-à-dire qu'il y a une vision européenne de ce sujet. À condition qui que est les partenaires suivent. Bien sûr, mais la France est quand même un partenaire important au niveau de l'Europe. Donc, c'est un des leaders avec l'Allemagne. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on dise, voilà, la France, elle fait des propositions, ça se discute, c'est comme partout. Donc, de sur la l'investissement transition énergétique, il y a des propositions très, très intéressantes, comme la fin du l'abandon du diesel. Ouais. À La Réunion, par exemple, c'est compliqué à mettre en place? Mais non, c'est pas compliqué à mettre en place. C'est compliqué parce que les gens veulent garder leur petit lopin et puis ne veulent pas faire d'efforts. Vous savez,
moi-même, j'aimerais bien, je vois quand il y a eu, il y avait quelques événements sur la route du littoral, enfin sur la route des Tamarins pour le vélo. Beaucoup disaient, mais les Réunionnais font pas de vélo. Mais en fait, on voit que c'est rempli. Et donc, c'est juste une volonté de faire les choses, de mettre en place, et ensuite de se donner les moyens. Évidemment, il faut taxer assez lourdement les véhicules polluants, mais totalement détaxer les véhicules non polluants, ce qui va donner un encouragement. Et pourquoi pas faire du keynésianisme dans ce domaine, à ce moment-là, aider les consommateurs. Parce que tout le monde, personne en tout cas, personne n'a envie de respirer du diesel, de respirer des dioxines, de respirer un air vicié. Donc on a envie que que notre environnement soit non pollué. Et c'est une des solutions que Benoît propose. À propos d'environnement, en une minute, une chose importante qui est dite dans son programme, c'est stop aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens. Ouais. Ça, c'est un domaine important qu'il a mis, lui, en avant dans sa campagne. Il y a un vrai souci dans notre consommation. Ça veut dire des mesures à prendre particulières contre les industriels, contre des lobbies qu'on sait puissants. Ça ne va pas être facile à mettre en œuvre. D'abord, on sait qu'il y a des conséquences sur les perturbateurs endocriniens parce que ce sont des pesticides qui sont utilisés dans l'agriculture intensive et on le retrouve au quotidien dans notre alimentation, dans nos vêtements, parce que c'est des produits chimiques, dans les pesticides eux-mêmes. Le développement industriel a créé tout cela. Donc il faut revenir à d'abord l'interdiction totale, et Benoît Hamon a précisé. Donc le principe de précaution, c'est si une molécule est soupçonnée d'avoir un caractère nuisible pour la population, il va l'interdire. Donc moi je trouve que évidemment tout ne va pas être interdit et tout ne va pas être facile. Simplement, comme je disais, c'est quand même le gouvernement, le président de la République qui donne les autorisations ou pas. Et à ce moment-là, c'est une mesure qui est extrêmement importante. Peut-être, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est extrêmement important pour la santé de tous les citoyens et au quotidien. Et je pense qu'à La Réunion, si on fait on peut effectivement, comme un territoire, pour développer, arrêter avec le pesticide, par exemple, stop les pesticides, allons mettre 50% plus, ou peut-être après 75% d'alimentation bio dans les cantines des lycées, des collèges. Les collectivités peuvent participer, c'est un travail collectif. Mais au final, c'est l'ensemble de la population qui va y gagner. Comme à tous nos invités, on vous a demandé de choisir une musique pour cette émission. Vous avez choisi Jean-Lin Cadet, Né un million d'années du groupe Où ça nous ça va. Vous nous direz après pourquoi ce choix. Cause l'île est noire, blanc, jaune, ou y'aime pas lire.
Oussano Sava, choisi par notre invité Jean-Alain Cadet, qui représente aujourd'hui Benoît Hamon dans l'émission politique de Réunion Première devant La Réunion. En un mot, pourquoi ce choix ? Parce que nous sommes que de passage sur cette terre. Et je pense qu'il faut en prendre conscience. Il faut laisser... la terre ne nous appartient pas. Nous l'avons héritée de nos parents et nous devons la céder à nos enfants dans le meilleur état possible. Benoît Hamon était aux Antilles ce week-end. Il a finalement plutôt fait l'éloge du bilan de François Hollande et de la loi sur l'égalité réelle, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'un Benoît Hamon président continuerait la politique outre-mer qui a été menée jusque-là ces dernières années ? Oui, j'ai aussi entendu quand il est passé aux Antilles. Alors, il faut améliorer les choses parce que ça fait trop longtemps qu'il y a un décalage trop important entre la France métropolitaine, hexagonale et les Outre-mer. C'est quand même des millions de personnes. Et moi, j'ai quand même écouté avec attention ce qu'il propose pour les Outre-mer. Alors, par exemple, vous savez, il y a des petites mesures qui, peut-être, on ne va pas parler. Mais lorsque les gens sont âgés aujourd'hui pour le minimum vieillesse, ils ont peur de demander le minimum vieillesse. Pourquoi ? Parce que ensuite, c'est redemander aux ayants droit à leurs enfants, etc. Et donc, les personnes âgées ont peur. Benoît Hamon a dit, on va arrêter avec ça. Donc, le minimum vieillesse pour les personnes âgées, à partir du moment... D'abord, ça fait un peu partie du revenu universel. On ne viendra plus demander des comptes aux descendants. Est-ce que de moment, on avait une petite case, là, ils vendent pour gagner parce que l'a donné. Donc, ça va être... Ça, c'est une mesure qui est vraiment... qui me semble... c'est des petites choses, mais... ou alors, l'augmentation de l'allocation personnalisée, l'APA, d'autonomie. Le soutien aux familles endeuillées, vous savez, quand on a Tout des ça, gens c'est des en mesures métropole qui sont dans le projet de loi égalité réelle. Alors, un fonds de 2,5 milliards, par exemple, pour l'outre-mer, ça veut dire que pour financer les constructions outre-mer, pour financer l'éducation, l'eau, parce que nous avons, par exemple, à La Réunion, beaucoup de problèmes, il a dit aussi, il va pas, il va appliquer des mesures hexagonales et probablement regarder ce qui va se passer sur les territoires d'outre-mer pour ajuster. Notre taux de chômage est tellement élevé que il ne s'agit pas aujourd'hui d'enlever les contrats aidés ou le contrat d'avenir. Donc c'est vrai que ce sont des petites mesures qui paraissent petites, mais c'est très important. Alors je donne une mesure que moi je pense que c'est assez d'actualité par rapport au problème du CHU. Benoît Hamon dit on ne va pas doter les hôpitaux en fonction du recensement de la population et du nombre de lits, etc., uniquement une histoire comptable, mais par rapport aux soins et à la qualité de soins qui est donnée. Donc, ça veut dire que eh bien, un CHU, par exemple, eh bien, on ne dira pas vous êtes déficitaire parce que il faut que vous fassiez tant de... je sais qu'il y a une clinique, mon épouse travaille, il faut faire 1000 naissances, sinon vous n'avez plus ci, vous n'avez plus ça. Donc, c'est plus cette comptabilité qui va être appliquée, ou alors, évidemment, on a des mesures. Alors, nous, La Réunion, par exemple, en particulier, nous sommes très satisfaits pour la transition énergétique, par exemple. L'objectif, c'est 50% d'énergie renouvelable sur la France métropolitaine. Mais il a dit aussi... À quelle échéance ? 2050, 2025 2025. Alors, nous, ici à La Réunion, et Europe Écologie le porte depuis longtemps, c'est que nous pouvons arriver à 100%. Et donc, Benoît Hamon dit, mais pourquoi pas ? Il faut faire des territoires d'outre-mer, des territoires d'excellence, parce qu'ils ont beaucoup plus de richesses en matière d'énergie renouvelable que nous. À ce moment-là, il faut aider, il faut que la banque publique d'investissement puisse vraiment être à côté des départements et territoires d'outre-mer pour expérimenter et pour aller plus loin. Mais nous avons les moyens, nous pouvons, lui dire, écoutez, Monsieur le Président, nous, à La Réunion ou dans les Outre-mer, nous voulons pousser l'objectif à 100%. Et je pense qu'il l'entendra, il l'a déjà entendu. Maintien de l'indexation pour les fonctionnaires ? Oui. Et éventuellement étendu ou pas Alors, aux minima sociaux d'abord, si les gens écoutent bien le revenu universel, c'est quoi ? Quelque part, c'est un rééquilibrage de ceux qui aujourd'hui sont les plus pauvres. Alors, il ne s'agit pas,
et moi je suis tout à fait d'accord avec Benoît Hamon, tous ceux qui disent qu'ils vont enlever la surrémunération, mais si la surrémunération existe, c'est parce que d'abord, il y a une différence de prix importante entre l'Hexagone, et tout le monde peut le vérifier. Moi-même, vous le savez, avec la COP solidaire, je l'ai vérifié Sur les billets d'avion, par partout, exemple. et Ouais. pas que les billets d'avion, Ouais. sur toutes les marchandises. Et donc, il y a un équilibrage qui est normal, une compensation qui a été décidée. Mais ce qu'il faut faire, ce n'est pas enlever les richesses, parce qu'il faut quand même constater que cet argent reste dans la consommation, reste dans le pays. Donc il est utilisé pour la majorité localement. Donc ce qu'il faut faire, ce n'est pas tirer la barre vers le bas, mais tirer ceux qui sont du bas vers le haut. Et donc effectivement, je pense que c'est une bonne mesure de ne pas toucher à la surrémunération, mais au contraire d'aider ceux qui sont en bas, ne serait-ce que ceux qui aujourd'hui ne touchent pas le RSA. Vous voyez, ça fait beaucoup de gens, beaucoup de Réunionnais qui, demain, au 1er janvier 2018, toucheront quelque chose, tous les étudiants, les personnes âgées, les agriculteurs, et même les artisans. Benoît Hamon serait-il favorable à une priorité locale à l'embauche? Alors, d'abord, je pense qu'il est favorable à l'égalité des chances de chacun. Et à partir du moment, et ça commence dès l'école. Donc, on constate que dans les Outre-mer, avec les résultats scolaires, on constate que les Outre-mer sont toujours à la queue leu. Nous sommes toujours les derniers. Donc il faut, et c'est pour ça que la scolarisation dès 2 ans, c'est important. D'abord, la scolarisation à 2 ans, je le dis, je pense, ça va soulager beaucoup de mamans et de papas aujourd'hui qui se cassent la tête pour trouver une crèche, parce qu'il n'y en a pas. Donc, se disent, ça va déjà être quelque chose d'important. Et ensuite, on va former les enfants. L'histoire jusqu'à l'université, où on va permettre aux jeunes de pouvoir étudier correctement, ce qui va créer des gens qui ont des capacités. Et les Outre-mer doivent devenir des territoires d'excellence, d'innovation dans tous les domaines, que ce soit dans les énergies renouvelables, mais aussi dans l'éducation, le vivre ensemble. Nous devons justement montrer au pays que nous appartenons à la République française avec nos spécificités, mais on ne peut pas abandonner nos enfants à être condamnés au RSA ou à l'exil. Juste en 1 minute, ça mériterait évidemment beaucoup plus, mais un mot de l'agriculture. Il faut aller vers une autosuffisance locale, des circuits courts, c'est ça l'objectif? Bien sûr, alors évidemment, nous les écologistes, nous sommes à fond, mais pas que pour la Réunion, pour l'ensemble du territoire, qu'il y ait des circuits courts, des produits de bonne qualité, la fin des pesticides, le bio pour tout le monde, et les économies d'échelle feront que le prix du bio va baisser. Il faut qu'il y ait, qu'on entame le travail. Et les agriculteurs doivent pouvoir vivre de leur travail. Et donc, effectivement, la Réunion est déjà, par rapport aux autres DOM, une terre d'excellence de l'agriculture. Elle doit continuer, elle doit être innovante. Et il faut que l'État donne les moyens nécessaires pour faire cette agriculture familiale et biologique. Il nous reste 3 minutes. Après la présidentielle, viendront les législatives. Vous serez candidat, vous, Europe Écologie Les Verts, Jean-Alain Cadet, face à Jean-Jacques Vlaudi, Parti Socialiste, alors que vous soutenez tous les deux Benoît Hamon? Alors d'abord, le processus de désignation des candidats se fait dans chaque parti. Mon parti m'a désigné nationalement avec mes camarades, d'autres camarades, Jean-Pierre Marchaud, Donc vous dans la Mélissa troisième. Cousin, moi dans la troisième, pour briguer un mandat. Bon, évidemment, on va apporter nos idées. Donc aujourd'hui, le schéma, c'est ça. Voilà. Donc je ne sais pas s'il va changer demain, puisque il ne s'agit pas encore de parler des... Mais je suis candidat, je suis désigné par mon parti. Enfin, il va falloir un moment que tout ça s'éclaire. Oui, bien sûr, bien entendu. Maintenant, il y a aussi un accord entre Europe Écologie Les Verts et Benoît Hamon, enfin Yannick Jadot et Benoît Hamon, le Parti Socialiste et le Parti Europe Écologie Les Verts, sur un certain nombre de circonscriptions. Y compris à La Réunion?
Non, la Réunion n'est pas concernée, parce que ou les DOM en général n'est pas concerné, mais ceci dit, ça n'empêche pas localement les gens de discuter ensemble. Moi, notre parti, nous discutons avec le PS, avec tous les autres partis, et donc effectivement, c'est peut-être un petit peu tôt encore pour dire avec certitude qu'il y aura des candidats partout, ou qu'il y en aura uniquement sur certaines circonscriptions. Simplement, ce qui nous intéresse, c'est de porter les idées écologistes, de porter hautement les idées de l'écologie et du social et de l'environnement, et de l'ESS, par exemple, l'économie sociale et solidaire, chère à Benoît Hamon. Il nous reste juste un mot pour nous préciser, nous confirmer la venue de Benoît Hamon à La Réunion. Oui, Benoît Hamon sera à La Réunion le 2 et 3 avril, et j'invite d'ailleurs les Réunionnais le dimanche 3 avril à midi à Saint-Joseph. 2 avril. Le 2 avril, pardon. C'est le samedi. Alors Saint-Joseph, parce que c'est chez Patrick Le Breton. Bah, écoutez, dans le programme, je sais qu'il y a ce rendez-vous. À midi, il y aura un grand meeting à Saint-Joseph, mais avant, il y aura aussi des visites un peu sur toute la Réunion. Dans les 4 micro-régions, me semble-t-il, il va se déplacer pour aller à la rencontre des Réunionnaises et des Réunionnais, et pour décliner toutes les mesures. Alors, on n'a pas tout dit aujourd'hui, mais il y en a pour l'outre-mer. Près de 70, je crois. Oui, on n'a pas eu le temps de. Enfin bref, voilà, on ne va pas toutes les dire, mais ouais. c'est ça le travail de la campagne, et donc on va s'y mettre, et j'invite l'ensemble des gens de gauche, parce que moi je suis persuadé que c'est un projet, un vrai programme de gauche, et avec des vraies innovations par rapport à tous les autres programmes. Il n'y a pas d'innovation, c'est une poursuite de toute la politique depuis 30-40 ans. Là, il y a une vraie cassure, un vrai changement de cap. Merci beaucoup Jean-Alain Cadet d'avoir été avec nous ce soir. Vous représentiez la candidature de Benoît Hamon, le candidat qui a été choisi par la primaire organisée par le Parti Socialiste. Merci d'avoir été avec nous. Dans un peu plus de 2 minutes, le journal de France Info. Ensuite, ce sera Claudio dans la case. Tout de suite, c'est musique. Devant la